Bonjour à tous. Cette semaine va avoir lieu le sommet spatial de Séville qui s'inscrit dans le cadre de la présidence espagnole de l'Union européenne. Ce sommet spatial va réunir les ministres concernés par les affaires spatiales des différents pays de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne afin de discuter de la politique globale en matière de spatial en Europe. Les discussions seront essentiellement tournées vers la filière lanceur qui est en panne depuis plusieurs années en Europe. En effet, même si on a des nouvelles assez rassurantes des essais et des développements d'Ariane 6, le futur lanceur lourd européen est toujours en retard. On le sait, le premier vol était prévu en 2020. En réalité, il n'aura lieu au mieux qu'en 2024. Et cette absence de lanceur lourd pèse beaucoup sur l'industrie spatiale européenne, puisque des lancements de satellites comme ceux de Galileo sont obligés d'être reprogrammés sur des fusées américaines comme les Falcon 9 de SpaceX. Tandis que d'autre part, le lanceur italien Vega C fait face à une double crise. En effet, on sait que Vega C ne reprendra pas les vols avant 2024, fin 2024, alors qu'elle aurait permis d'absorber une partie de la charge d'Ariane 6. Et d'autre part, crise plus politique, le gouvernement italien et l'industriel Avio, qui est en charge du lanceur Vega, souhaitent retirer ce lanceur du catalogue d'Arianespace, qui assurait l'exploitation commerciale de la fusée, afin que l'Italie dispose en quelque sorte d'un lanceur national. Ce qui évidemment conduit à une crise, à une sorte d'éclatement de la filière lanceur en Europe, qui est déjà menacée depuis quelques années par les prétentions nationales de l'Allemagne, qui finance assez massivement des micro-lanceurs privés qui sont très développés, comme ceux de RFA ou de Isar Aerospace. Dans ce contexte, le dossier du vol spatial habité risque largement d'être mis au second plan à l'occasion de ce sommet, alors qu'on attendait que ce sommet soit l'occasion de clarifier la position des Européens en matière de vol spatial habité indépendant. En effet, en mars de cette année, en mars 2023, l'Agence spatiale européenne avait publié un rapport relativement attendu nommé Revolution Space, qui avait été signé par des experts indépendants issus de différents milieux scientifiques, techniques, économiques et culturels, afin d'aiguiller les choix des décideurs européens en matière de politique spatiale. Ce rapport, évidemment, il était là pour servir en quelque sorte d'argumentaire à destination des décideurs du spatial européen afin de pousser vers une politique spatiale beaucoup plus ambitieuse, notamment en matière de vol spatial habité, puisque ce rapport recommandait très clairement de développer d'ici 2030 une capacité de lancement habité autonome pour les Européens. Ce rapport, il était attendu depuis février 2022 et le précédent sommet spatial qui avait eu lieu à Toulouse et qui s'était tenu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. À l'époque, tous les voyants étaient en haut vert afin de lancer un programme spatial européen de vol habité indépendant. En effet, le nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph H. Bacher, s'est érigé en tant que champion de la cause, défendant publiquement des investissements plus importants dans le domaine spatial et en particulier dans le domaine du vol habité afin de développer une capacité autonome en Europe. Il était rejoint en ça par les dirigeants d'autres grandes agences spatiales telles que Philippe Baptiste, le président du CNES, ou par les dirigeants des grands industriels européens du spatial comme Ariane Group ou Thales Alenia Space. À l'époque, un peu à la surprise générale, le Conseil n'avait pas pris de position officielle sur le sujet. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'était déclaré personnellement favorable au vol spatial habité européen autonome, mais n'avait pas marqué sa position et avait chargé un groupe d'experts indépendants afin de rédiger un rapport et d'orienter les choix des ministres à l'occasion du prochain conseil de la prochaine ministérielle de l'ESA qui a eu lieu l'an dernier en novembre. Évidemment, depuis, le contexte a largement changé.
En février 2022 a eu lieu l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui a fortement rebattu les cartes du spatial en Europe. En effet, le lanceur Soyouz, qui était exploité en Guyane par Arianespace, a de fait totalement disparu des capacités de lancement européennes suite à l'embargo sur les activités spatiales russes. Et ce lanceur venait compléter une flotte déjà bien fragilisée, puisque Ariane 5 réalisait ses derniers vols. Ariane 6 était déjà en retard, ainsi que Vega C. Suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie, exit le temps des vaches grasses qui était promis par les généreux plans de relance européens. L'heure n'est plus à la prospérité, ou en tout cas aux perspectives de prospérité, de forte croissance en Europe, mais au contraire à la récession. Et donc, on voit assez mal les États s'engager sur de lourds investissements spatiaux, d'autant plus que dans le domaine du spatial, la priorité est dans le sauvetage de la filière lanceur. Depuis, en matière de vol habité, on dirait que la communication de l'Agence spatiale européenne et des États européens s'est davantage tournée par des perspectives à court et moyen terme qui peuvent être offertes par les Américains vers la Lune avec le secteur public et vers l'orbite basse avec le secteur privé. En effet, il y a un an, la NASA procédait au premier tir de sa fusée géante, la SLS, ainsi que de son vaisseau spatial lunaire Orion, qui devra, dans le cadre du programme lunaire Artemis, envoyer des astronautes vers la Lune. Ce vol a été l'occasion pour l'Agence spatiale européenne et pour les industriels européens de mettre en avant la contribution européenne à ce programme, notamment via Airbus Defence and Space, qui développe le module de service de la capsule Orion et qui lui a permis de faire un vol inhabité vers la Lune, mais également de Thales Alenia Space, qui fournit un certain nombre d'éléments et notamment des modules pressurisés pour la future station orbitale lunaire Gateway. Les décideurs européens se sont pressés de mettre la question du vol spatial autonome de côté dans l'espoir de voir un de leurs ressortissants voler aux côtés des Américains. Or, le programme Artemis souffre également de retard. L'échec du Starship de SpaceX le 20 avril 2023 retarde et menace le programme, puisque ce vaisseau devrait permettre aux astronautes, notamment américains, de se poser sur la Lune à partir de la mission Artemis 3, initialement prévue en 2025. De plus, la NASA a déjà dépensé 11,8 milliards de dollars dans ce programme et une rallonge de 11,2 milliards a été demandée pour la période 2024-2028. Là encore, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable en période d'inflation. Enfin, la NASA a également fait appel à Blue Origin afin de développer un second atterrisseur lunaire. Le développement du cargo de surface Argonaut par l'ESA est un pas dans la bonne direction pour renforcer cette contribution, mais elle ne résout pas la dépendance des Européens qui n'ont ni lanceur, ni capsule, ni vaisseau pour aller sur la Lune et qui, de manière réaliste, ne disposeront pas de tous ces moyens à court, moyen ou long terme. Il est également important et intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas davantage de précision concernant les opportunités de vol des astronautes européens dans le cadre du programme Artemis. À l'heure actuelle, on ne sait pas si celles-ci vont se limiter au segment orbital, c'est-à-dire aller vers la station spatiale orbitale Gateway, ou si cela va concerner des missions de surface, et c'est-à-dire voir la possibilité d'astronautes européens marcher sur la Lune. Maintenant, revenons plus proche de la Terre en orbite basse. Un certain nombre de pays européens ont choisi de signer directement avec l'entreprise Axiom Space afin d'envoyer des astronautes de leur pays en orbite à bord de la Station spatiale internationale. En effet, l'entreprise Axiom Space est une entreprise en texane qui prendra la relève des États afin d'assurer l'exploitation de la Station spatiale internationale à partir de 2030 lorsque celle-ci sera en fin de vie. Au début, elle y assemblera de nouveaux modules, notamment construits par Thales Alenia Space en Italie, et assurera la sélection et le transport d'astronautes via des moyens privés, notamment la capsule Crew Dragon de SpaceX. C'est ce que l'on appelle le vol spatial commercial.
Précisons toutefois que le vol spatial commercial n'est pas du tourisme spatial, puisque les astronautes concernés sont des professionnels, des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens, qui voleront à bord de moyens privés, payés directement par leurs États ou par les entreprises, et ce ne seront pas uniquement des riches millionnaires désireux de s'offrir un frisson, comme on le voit soit avec les vols avec Blue Origin ou Virgin Galactic. La Hongrie a ainsi décidé cet été de signer directement avec Axiom afin d'envoyer un astronaute hongrois à bord de la Station spatiale internationale dans une démarche purement nationale, tandis que le Royaume-Uni, la Suède et la Pologne ont signé des contrats avec Axiom pour envoyer un de leurs ressortissants dans l'espace dans une démarche qui se faisait en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. En octobre 2023, le directeur général de l'ESA, Joseph Aschbarer, a d'ailleurs signé au nom de l'agence un accord de coopération avec l'entreprise Axiom Space afin d'assurer davantage de sièges à l'avenir pour des astronautes européens. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que pour l'instant, les astronautes qui ont signé avec Axiom Space ne sont pas des astronautes de carrière de l'Agence spatiale européenne, comme Sophie Adno, mais des astronautes de réserve, ce qui justifie le choix de l'Agence spatiale européenne d'avoir accordé un certain nombre de places pour des astronautes de réserve lors de la dernière sélection en octobre 2023. La situation actuelle montre deux choses. D'une part, il est assez illusoire et hasardeux pour les Européens de n'envisager le vol spatial habité à l'avenir qu'à travers le prisme du programme Artemis et d'un espoir de voir un Européen marcher sur la Lune. En effet, ce programme souffre de retard et la contribution de l'Agence spatiale européenne à ce programme, quoique significative, est saluée par les Américains, ni le nombre de places disponibles à bord des futures missions Artemis ne garantissent un rôle de premier plan pour les astronautes européens dans le cadre des missions lunaires. D'autre part, on voit bien l'intérêt de certains États européens, de certaines entreprises pour le vol spatial habité en orbite basse, via une filière commerciale, c'est-à-dire qui ne passerait pas par le financement d'astronautes de carrière au sein de l'Agence spatiale européenne. Et on voit également l'intérêt que montre le secteur spatial commercial américain pour des capacités qui se trouvent en Europe, que ce soit développées par des startups, comme avec The Exploration Company, dont le concept de capsule Nix a été choisi par Axiom afin d'assurer le ravitaillement de leur station, ou des industriels plus classiques, comme Thales Alenia Space, qui développent et fournira des modules pour leur station. Tout cela montre qu'il y a bien une politique cohérente, ambitieuse et réaliste à mener en Europe autour du vol spatial habité en orbite basse en s'appuyant sur des moyens commerciaux. En avril 2021, l'Agence spatiale européenne a publié son agenda 2025, un programme visant à définir les priorités du secteur spatial européen. Joseph Aschbarer a mis l'accent sur 5 priorités, dont la commercialisation, considérée comme essentielle pour le succès du programme. En effet, le marché spatial dans 15 industries terrestres pouvant bénéficier des capacités spatiales de fabrication et de R&D en orbite est estimé à plus de 714 milliards d'euros. La Station spatiale internationale a révélé un potentiel commercial en permettant des innovations dans divers domaines tels que la pharmacie et l'agriculture. Les agences spatiales mondiales ont pris conscience de cette opportunité et ont multiplié les initiatives pour développer le secteur, attirant des investissements privés. Évidemment, les États-Unis ont été précurseurs dans le domaine et l'ESA essaye de suivre le pas et a notamment identifié comme prioritaires les domaines suivants: la biofabrication, l'agriculture, l'alimentation durable, les matériaux et les fabrications avancées. Ces activités peuvent nécessiter une présence en orbite basse et une capacité à faire des allers-retours avec des moyens cargo ou habiter lorsque la présence d'astronautes est requise. Un autre grand projet de l'ESA, la station spatiale solaire Solaris, nécessiterait également de tels moyens afin de construire, maintenir et éventuellement réparer la station au cours de son exploitation. À ce sujet-là, il serait facile de rétorquer que justement, puisqu'il y a des moyens d'accès à l'espace privé aux États-Unis
Il serait très coûteux et presque inutile de se lancer dans un tel programme en Europe qui, de toute façon, aurait besoin de 5 à 10 ans afin de développer une telle capsule et ne compter que sur un moyen souverain pourrait peut-être nous faire passer à côté de ces opportunités. Pour y répondre, une étude de PricewaterhouseCoopers, commandée en 2022, a montré que l'industrie européenne pourrait générer entre 5,9 et 9,9 milliards d'euros entre 2028 et 2040 en développant par elle-même et en exploitant une capacité de lancement d'équipage dans l'espace. Outre le fait que l'industrie spatiale européenne pourrait engranger des revenus allant jusqu'à 9,9 milliards d'euros, le rapport indique que l'absence de développement de capacités de lancement avec équipage coûterait jusqu'à 1,7 milliard d'euros, le coût provenant de l'acquisition de sièges institutionnels européens à bord de fournisseurs non européens comme SpaceX ou Axiom. La souveraineté elle a un coût, mais la dépendance coûte encore plus cher. On l'a bien vu dans le domaine des lanceurs, puisqu'en l'absence d'Ariane ou de Vega, les Européens sont obligés de faire appel à SpaceX ou à d'autres prestataires privés américains. C'est un argument que le directeur général de l'Agence spatiale européenne devra largement mettre en avant auprès des États membres qui financent l'industrie spatiale européenne et qui évidemment attendent un retour en termes d'activité économique. Un autre argument qui devra largement être mis en avant sera l'engouement et l'enthousiasme des industries spatiales européennes pour le vol habité en orbite basse. Déjà mentionné, la start-up franco-allemande The Exploration Company a levé 40,5 millions d'euros en février pour mettre au point un vaisseau spatial de transport. Basé à Bordeaux et à Munich, et fondé par des anciens Airbus, The Exploration Company a construit son premier démonstrateur de rentrée atmosphérique en 9 mois. Ce dernier, nommé Bikini, sera emporté dans le vol inaugural d'Ariane 6. La start-up développe actuellement son deuxième démonstrateur qui devrait voler en 2024 ou 2025. Le véhicule final, Nyx, est prévu pour en 2026. Il transportera des marchandises dans l'espace pour desservir des stations spatiales comme l'ISS version Axiom Space et se basera sur un concept de capsule spatiale assez classique et des missions cargo dans un premier temps. Cependant, l'entreprise a mentionné à plusieurs reprises que son objectif à terme sera de développer une capacité de transport habité. Ainsi, The Exploration Company a reçu un financement de la part de l'Agence spatiale européenne pour développer une technologie de docking aux stations spatiales. Le véhicule peut être réutilisé plusieurs fois et ravitaillé en orbite. Il est également agnostique, ce qui signifie qu'il peut être lancé par plusieurs fusées, même si évidemment on imagine déjà que son lanceur principal devrait être Ariane 6 ou de futurs lanceurs spatiaux privés. La semaine dernière, Ariane Group a également surpris tout le monde en dévoilant les premières images des essais sur un prototype de Suzy. Suzy qui est son concept de véhicule spatial couteau suisse à tout faire, aussi bien du cargo, du retour sur Terre que du vol spatial habité. Présenté en grande pompe au Congrès international de l'astronautique de Paris en septembre 2022, Suzy, pour Smart Upper Stage for Innovative Exploration, est l'option proposée par Ariane Group et soutenue par les grands industriels du spatial pour assurer l'accès des astronautes européens à l'espace. Dernier étage réutilisable d'Ariane 6, Suzy se propose comme un véhicule spatial à tout faire, capable aussi bien de transporter des satellites que des astronautes en orbite basse, de ravitailler une station spatiale et d'assurer la rotation des équipages. Suzy est un concept séduisant à plusieurs niveaux, qui évoque sous certains aspects une version miniaturisée du Starship de SpaceX, dans lequel tous les grands industriels du spatial en Europe peuvent se retrouver. En effet, toute la partie propulsion et rentrée dans l'atmosphère est évidemment dédiée pour Ariane Group. On imagine très bien que Dassault Aviation pourrait avoir de l'intérêt pour toute la phase de retour piloté en orbite, tandis que Thales Alenia Space, qui a une très grande expérience dans les habitats pressurisés et habités, pourrait également se retrouver dans ce projet. Cependant, un programme de rupture technologique comme Suzy a plus souvent tendance à effrayer qu'à séduire les décideurs politiques, essentiellement en Europe, et aucun chiffrage n'a été associé à ce projet. De plus, on le sait bien, la priorité pour Ariane 6, à court et moyen terme,
est d'assurer le premier vol d'Ariane 6 et le début de sa commercialisation, quoique ce volet est déjà assuré, notamment par des gros contrats auprès de Blue Origin dans le cadre de la constellation d'Amazon. Néanmoins, on sait que le mois dernier, Ariane Group a demandé une rallonge de 300 millions d'euros à la France, l'Allemagne et l'Italie afin de mettre en service Ariane 6. On imagine donc assez mal que les États financent dès aujourd'hui le développement d'un vaisseau comme Suzy, tant qu'Ariane 6 n'aura pas fait ses preuves. On le voit, l'Agence spatiale européenne a toutes les cartes en main afin de monter, sans investissement excessif, un programme de maîtrise complète de l'orbite basse qui s'appuierait sur des moyens privés, que ce soit des stations spatiales privées, y compris américaines, dans lesquelles les industriels européens sont très présents, que ce soit à SNES Space ou Airbus, en s'appuyant sur des moyens privés de transport d'équipage, comme The Exploration Company. On peut très bien imaginer que l'Agence spatiale européenne cofinance le développement d'une telle capsule, comme l'a fait la NASA dans le cadre du programme COATS, en finançant certains vaisseaux privés, donc le Crew Dragon de SpaceX, mais également la capsule Starliner de Boeing. Et tout cela devrait permettre à l'Europe d'avoir une maîtrise complète euh, avec des investissements publics limités de l'orbite basse. D'autant plus que même si ce lanceur est en retard, il pourra s'appuyer sur Ariane 6, qui est un lanceur lourd, qui est particulièrement bien taillé pour ce type de mission. Néanmoins, la plus grande difficulté pour l'Agence spatiale européenne, et je pense que le sommet de cette semaine va bien le montrer, sera de faire travailler ensemble des partenaires qui ne s'entendent plus sur rien. On le sait, il y a des dissensions assez fortes entre la France et l'Allemagne sur les grands projets industriels, que ce soit le SCAF, que ce soit le char de combat du futur. Ariane 6 n'y échappe pas. En effet, l'Allemagne s'est retrouvée embarquée à bord d'Ariane 6, mais n'a jamais vraiment validé le concept de cette fusée qui a plutôt été imposé par la France et l'Italie. Et la démarche de l'Allemagne, désormais, est plutôt, d'une part, d'aller au bout de l'exploitation commerciale d'Ariane 6, c'est-à-dire de ne pas envisager pour demain une successrice, puisqu'elle veut d'abord rentabiliser les lourds investissements publics qui ont été consentis pour ce programme, et d'autre part, elle souhaite développer davantage le secteur commercial dans le domaine des lanceurs. Je l'ai dit au début de cette vidéo, l'Allemagne a été précurseur dans le domaine des micro-lanceurs privés avec ISAR Aerospace et RFA, une démarche qui n'a été suivie par les autres pays européens comme la France que très récemment, et donc évidemment avec beaucoup de retard. Et ce faisant, l'Allemagne souhaite casser le monopole commercial d'Ariane Space en Europe. On le sait également, l'Allemagne ne voit pas le secteur spatial comme la France, c'est-à-dire comme un élément de prestige. Et on le sait, l'Allemagne n'a pas forcément de scrupules à faire appel à des lanceurs privés américains comme SpaceX afin de lancer ses propres satellites de défense. À cela, on pourra toujours rétorquer que pendant des dizaines d'années, la France a utilisé des moyens russes avec les Soyouz, certes estampillés Ariane Space, pour lancer ses propres satellites de défense. Et d'autre part, on a l'Italie, qui jusque-là a été vue comme le meilleur allié de la France dans le domaine spatial, qui décide de faire cavalier seul en retirant le lanceur Vega C de l'orbite d'Ariane Group, ce qui va évidemment poser un certain nombre de difficultés. Par exemple, est-ce que Vega aura toujours des facilités d'accès au centre spatial guyanais, qui est géré par le CNES, c'est-à-dire par la France? Également, on peut se demander s'il y aura vraiment un avenir commercial pour le lanceur Vega sans le savoir-faire des commerciaux d'Ariane Group. Pour finir sur une note positive et sur une note d'espoir, notons que les deux projets les plus ambitieux en Europe actuellement, que ce soit ceux de The Exploration Company ou le projet Suzy d'Ariane Group, sont portés par des entreprises binationales franco-allemandes. Le cas est encore mieux marqué dans le cas de The Exploration Company. On peut donc espérer qu'il y ait moyen de relancer en quelque sorte la machine du spatial en Europe en s'appuyant sur des initiatives privées comme The Exploration Company
plutôt que sur des initiatives purement étatiques. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette analyse et je vous propose que l'on se retrouve après le sommet spatial de Séville afin d'analyser ensemble les conclusions de cette réunion. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.